Je vais commencer par donc présenter Alice Primy, qui est une membre de Ménoïmosine depuis toujours, voilà, depuis toujours, qui a été au conseil d'administration, qui a fait sa thèse maintenant il y a quelques années sur l'engagement des femmes politiques en France et en Allemagne au XIXe siècle, plus précisément de 1848 à 1871, c'était à Paris 8, thèse qui a été publiée dans une collection qui est voisine, on pourrait dire, de la collection du prix Mnémosyne, mais qui est la collection Archives du féminisme aux presses universitaires de Rennes. Voici un exemplaire, Femmes de progrès. Vous en avez également sur la table là-haut à côté de Dominique. Elle est aussi enseignante au lycée Georges Brassens à Paris. Et donc, ayant travaillé sur cette question d'engagement des femmes au XIXe siècle, c'est pour ça que nous lui avons demandé d'intervenir. Et donc, Dominique, tu as la parole pour 20 minutes. Ça marche. Bonjour. Donc voilà, je vais intervenir sur féminisme et journalisme en France de la Voix des femmes, donc de 1848 à la Fronde, donc à partir de 1897. Donc c'est un panorama sur une période assez large, donc tout sera nécessairement traité très rapidement. Mais l'idée, c'était de donner un peu, voilà, de montrer les différentes initiatives qui ont pu se faire dans différents contextes politiques et sociaux. Donc une des questions qu'on se pose en abordant ce sujet, c'est évidemment en quoi le journalisme a pu être une manifestation de féminisme, aussi bien qu'une activité mise au service du féminisme. Alors dans une certaine mesure, on pourrait considérer que pour une femme du XIXe siècle, le seul fait d'affirmer publiquement ses convictions dans la presse d'opinion est une preuve de féminisme. On sait que les femmes ne sont alors censées ni s'intéresser à la politique, ni avoir la capacité d'en parler. Écrire dans un journal pour partager ses idées sur des sujets autres que la mode ou que l'éducation des enfants constitue donc une affirmation de sa liberté individuelle et un acte de transgression contre les normes genrées. Toutefois, je me contenterai ici d'un sens plus restreint du mot féminisme, en examinant quelques expériences journalistiques qui ont permis à des femmes, mais aussi à des hommes, de revendiquer de nouveaux droits pour les femmes, voire l'égalité des deux sexes. Alors, comme on sait, les périodes révolutionnaires mettent particulièrement bien en lumière les potentialités de la presse pour les femmes désireuses de sortir du cercle domestique. Les bouleversements politiques brouillent plutôt pour un temps les frontières entre privé et public, entre féminin et masculin, et permettent à des femmes de divers milieux de se faire rédactrices et collaboratrices de journaux. On peut dire que le pouvoir réel ou illusoire des mots est sans doute le seul qu'elles peuvent espérer exercer sur leurs contemporains, et l'accès à la presse leur semble être un moyen privilégié de participer aux transformations politiques et sociales. Donc j'évoquerai pour commencer les journaux des femmes de 1848, qui sont reconnus depuis longtemps comme des sources importantes de l'histoire du féminisme. Tu citais Geneviève Fraisse, on peut remonter aussi à ce qu'avait fait Laura Adler, ou plus récemment Michel Rio-Sarcey, et j'en passe beaucoup. Cependant, l'utilisation de la presse au service de la cause des femmes n'est pas l'apanage des seules périodes révolutionnaires. Et on le voit durant les années 1850 à 1870, donc qui est effectivement l'objet que j'avais le plus étudié. Et pendant cette période, la presse donc, continue évidemment de symboliser, d'incarner la presse publique, et en tant que telle, la sphère publique, et en tant que telle demeure un bastion masculin. Mais malgré cela, elle représente pour les femmes l'un des rares lieux où elles contribuent à la formation et à l'information de l'opinion publique. Donc nous verrons rapidement quelles sont les possibilités que cet espace journalistique très normé, très surveillé, offre malgré tout à la prise de parole féministe. Et enfin, j'évoquerai rapidement quelques exemples de la presse ouvertement féministe qui s'affirme dans les débuts de la Troisième République, dans un contexte à la fois de libéralisation de la presse, de professionnalisation du journalisme et de l'essor des mouvements féministes. Donc, en 1848, on sait que c'est une période donc, de parole libérée, notamment donc, grâce à la liberté de la presse qui a été proclamée dès les débuts de la Révolution et donc, qui offre à tous ceux et toutes celles qui veulent transformer la société la possibilité d'exprimer leurs idées. Les femmes qui n'envisagent pas la démocratie sans la fin des privilèges masculins se tournent à ce moment-là vers les journaux de gauche
pour tenter, avec plus ou moins de bonheur, de faire entendre leur conception de la refondation sociale. Toutefois, elles se heurtent d'une part à l'hostilité franche de certains milieux politico-journalistiques et d'autre part à d'importantes contraintes. Comme l'a montré Marie-Ève Terranti pour la presse de la Monarchie de Juillet, les femmes n'accèdent ni aux mêmes pages, ni aux mêmes rubriques que les hommes lorsqu'elles accèdent au journal. Pour les plus engagés, il devient très vite indispensable de disposer de leur propre tribune. Et donc c'est ainsi que 3 journaux d'opinion dirigés par des femmes paraissent successivement à Paris. La première initiative est celle d'Eugénie Niboyer. Donc c'est une femme qui a été formée politiquement dans les milieux saint-simoniens, dans les réseaux fourriéristes et aussi réformateurs protestants. Et elle a déjà dirigé 3 journaux sous la Monarchie de Juillet et a même essayé par le passé de convaincre George Sand de diriger un journal qui serait destiné aux femmes. Elle fonde donc en mars 1848, La Voix des femmes, qui s'intitule donc La Voix des femmes, journal socialiste et politique, organe des intérêts de toutes, et qui paraît presque quotidiennement du 19 mars au 29 avril, puis encore du 29 mai au 10 juin. 2 de ses collaboratrices, qui sont Désirée Guay et Jeanne de Rouen, également liées à la mouvance des socialistes utopiques, publient en juin 1848 un éphémère hebdomadaire intitulé « La politique des femmes ». Et enfin, donc le 3e, c'est « L'opinion des femmes », une revue presque mensuelle qui est fondée par Jeanne de Rouen, et donc qui paraît de janvier à août 1849. Que signifie alors un journal de femmes et pour les femmes ? Ces 3 journaux ne sont pas que des journaux féministes. Ils sont rédigés par des femmes, mais aussi par des hommes, d'opinions diverses, et leur contenu témoigne avant tout de l'ébullition politique et des aspirations du moment, des dissensions entre républicains de toutes tendances et des rapports de force entre forces révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Cependant, leurs titres annoncent bien leur spécificité. Les rédactrices veulent se faire porte-parole des femmes, celle-ci étant considérée comme une catégorie soudée par une commune oppression. Donc, pour elle, fonder et diriger un journal est aussi une réponse au déni de citoyenneté qui leur est fait, puisque même en République, les femmes ne peuvent pas s'exprimer par le vote, puisque la parole publique reste confisquée par les hommes, il faut offrir aux femmes un moyen d'accéder à l'opinion, à la fois pour défendre leurs intérêts et pour essayer de peser sur les évolutions politiques. Enfin, les rédactrices pensent pouvoir former une opinion publique féminine avec l'idée de rallier les femmes à la République en les intéressant aux événements et en les poussant à s'impliquer dans la sphère publique. C'est ainsi que La Voix des femmes a une apparence et des rubriques similaires aux autres quotidiens du moment. Le journal expose et commente l'actualité et les actes officiels du gouvernement, propose des tribunes sur divers aspects de la vie politique et contient également une revue de presse, des faits divers, des correspondances, des annonces, un feuilleton, etc. Au moment des élections, les rédactrices publient, comme leurs confrères, la liste des candidats qu'elles souhaitent voir élire. Toutefois, La Voix des femmes, de même que les 2 autres journaux de femmes cités, se distingue en faisant valoir à la fois des convictions socialistes et un point de vue de femmes. Cela se traduit par la dénonciation de l'assujettissement des femmes, bien sûr, par de nombreux textes consacrés aux ouvrières, dont quelques-unes écrivent aussi, par des projets d'organisation du travail, y compris le travail domestique, par de nombreux plaidoyers en faveur de l'accès des filles à l'instruction et à la formation professionnelle. Eugénie Niboyer a ainsi pour ambition d'éclairer la voie du socialisme en incluant l'égalité des sexes dans le projet de ceux qui veulent émanciper tous les opprimés. Une telle position est cependant très difficile à assumer, aussi bien vis-à-vis des socialistes, dont une majorité rejette vigoureusement les revendications des femmes, que vis-à-vis de l'ensemble de la société. Toute femme qui s'expose publiquement risque le déshonneur et celle qui réclame la liberté est considérée comme libertine. Ainsi, les rédactrices de La Voix des femmes sont-elles constamment obligées de louvoyer, d'une part entre leur volonté de montrer la voie et de mobiliser des lectrices qui sont impatientes de secouer le joug, et d'autre part la nécessité de ne pas effrayer ni scandaliser l'opinion afin d'élargir leur audience. Eugénie Niboyer se veut donc rassurante lorsqu'elle explique le but de son journal. Je la cite brièvement. « Que voulons-nous ? Nous voulons notre émancipation totale et complète, c'est-à-dire
être reconnues en ce qui est de l'intelligence égale aux hommes. Plusieurs de nos sœurs se sont effrayées à ce mot, l'émancipation. Il ne faut pas qu'elle tremble, notre œuvre est pure. Est-ce que le féminisme, alors, serait revendiquer la légitimité d'une existence politique ? Pour les femmes de 1848, fonder et diriger un journal, c'est refuser l'isolement et l'invisibilité, et c'est imposer une présence active dans la cité. L'équipe de la Voix des femmes entend se mettre au service de la communauté et assure que, on le voit, lorsqu'elle assure que si de nombreux articles sont sans signature, c'est que, je cite, « l'individualité doit s'effacer devant l'être collectif, l'humanité. C'est parce que nous faisons une œuvre commune, une œuvre sociale, que nous avons dédaigné de signer nos articles. » La Voix des femmes, comme ensuite la politique des femmes et l'opinion des femmes, relaie aussi des revendications pour l'égalité civique. Le journal reproduit des pétitions pour la citoyenneté des femmes et dénonce l'inconséquence des républicains envers leurs propres principes. Au printemps 1849, Jeanne de Rouen se sert de son journal « L'opinion des femmes » pour faire connaître sa candidature aux élections législatives. Toutefois, la plupart des rédactrices se montrent en même temps soucieuses de tempérer leurs transgressions en affichant certaines facettes de l'identité féminine attendue par leurs contemporains. C'est ainsi qu'elles écrivent le plus souvent en tant que femmes ou en tant que mères, afin de légitimer leur intervention dans la cité par les vertus et par les devoirs attribués à la gent féminine. Les journaux des femmes de 1848 témoignent ainsi d'aspirations contradictoires. D'un côté, une indéniable audace et modernité. On ne peut s'empêcher de les comparer avec les journaux féministes des années 1870, à plusieurs points de vue. Et d'un autre côté, la quête désespérée d'une respectabilité et d'une reconnaissance sociale qui les ramène à cette identité féminine normative au nom de laquelle elles sont privées de leurs droits individuels. Par la suite, sous le Second Empire, les seaux se resserrent entre censure et autocensure. Après la prise de pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte, la presse revient sous le contrôle du pouvoir politique, notamment par le décret du 17 février 1852, qui réserve la publication de périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale aux Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. Il devient donc impossible à une femme de diriger un journal d'opinion ou d'aborder dans son journal des sujets qui relèveraient de cette vaste sphère économico-politique. Et les rares femmes qui tentent de réaliser une revue un peu généraliste se heurtent très rapidement aux limites de l'exercice. L'un des cas les plus connus est celui d'Olympe Audouard, qui a fondé plusieurs revues, et notamment en 1867, aimerait aborder des thèmes qui ont plus ou moins trait à la politique ou à l'économie, et donc se voir censurés. Par ailleurs, la réaction post-48 se traduit par un triomphe des valeurs patriarcales. Les femmes publicistes ne sont réellement tolérées que dans les revues de mode, de divertissement ou d'éducation bien pensante, qui sont donc les seuls registres considérés comme conformes à l'identité féminine. Quelques signatures féminines réapparaissent cependant dans la presse générale au cours des années 1860, ce qui témoigne d'une relative libéralisation politique et sociale. Même si les femmes restent alors généralement cantonnées à des rubriques dites féminines, chroniques culturelles, recensions de livres ou articles traitant de mœurs ou d'éducation, elles peuvent profiter de la bienveillance de certaines rédactions progressistes pour dénoncer les injustices dont sont victimes les femmes et réclamer des améliorations à leur sort. C'est ainsi que tout au long des années 1860, dans un journal assez généraliste comme L'Économiste français, Pauline Baucher et Julie Daubier revendiquent régulièrement l'accès des filles et des garçons l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'instruction, mais aussi l'égalité des salaires et de l'accès à l'emploi. Ce que les contemporains nomment la question des femmes devient en effet un sujet de débat au sein des courants réformateurs de l'époque, et de plus en plus de femmes en profitent pour faire entendre leur position sur le sujet. Il reste toutefois problématique pour une femme d'envisager un journal consacré à la cause féministe. L'étude du Journal pour toutes, fondée et dirigée par Eugénie Niboyer, on la retrouve, de 1864 à 1867, montre bien qu'il n'est alors plus possible de reprendre le même ton et les mêmes contenus que les journaux de femmes de 1848. En principe, j'ai une image, sauf que... Comment
Donc voilà une image d'une une, du premier numéro d'ailleurs du journal Pour Toutes, donc paru le 29 octobre 1864. Donc ce qui est intéressant à examiner, c'est surtout l'image, la frise qui va servir d'illustration de la une systématiquement. Donc Eugénie Niboyer se retrouve entourée de collaboratrices et de collaborateurs qui appartiennent essentiellement au milieu littéraire. Et elle cherche son lectorat parmi les femmes et les hommes de la bourgeoisie libérale. Donc déjà, on n'a plus la même perspective qu'en 1848. À de nombreuses reprises, elle trahit, volontairement ou non, l'autocensure constante à laquelle elle doit veiller afin de donner des gages au pouvoir et de respecter l'interdiction d'aborder la politique ou l'économie sociale. Elle affirme son attachement aux normes genrées par de fréquentes envolées sur la complémentarité des rôles féminins et masculins, et donc on voit illustré par cette gravure ornant la première page. Voilà, je pense qu'elle se passe de commentaires. Et si, Eugénie Niboyer annonce aussi un programme très conventionnel, je cite, « Instruire sans pédanterie, moraliser sans rudesse, s'amuser sans frivolité ». C'est cependant le seul journal qui s'adresse aux femmes afin de discuter de leur statut et de les intéresser à des questions de société déterminantes pour l'avenir. Reprenant le modèle de l'instruction populaire qui a été organisée pour les hommes des classes ouvrières, le journal propose des articles de vulgarisation destinés à donner aux femmes des classes moyennes quelques clés du monde contemporain et des outils pour améliorer leur sort. C'est ainsi qu'il y a par exemple une série d'articles sur le Code civil pour faire connaître aux femmes à la fois leurs droits et puis leur manque de droits surtout, et pour les encourager à protester pour transformer la loi. D'autres articles sont aussi censés sensibiliser les femmes aux innovations scientifiques et techniques de l'époque, afin de les rallier au mouvement du siècle. Enfin, la rédactrice en chef appelle ses lectrices à s'impliquer pour l'intérêt général, en envoyant des articles ou en soutenant financièrement le journal, et à se rassemblant dans une association qu'elle appelle la Société mutuelle de protection pour les femmes. Le journal effleure aussi à 2 reprises le sujet du droit de vote des femmes, et Eugénie Niboyer finit par regretter ouvertement de ne pouvoir diriger un journal politique. En ayant conscience de l'ensemble de ces contraintes qui pèsent sur les femmes en général et dans la presse en particulier, on comprend les raisons pour lesquelles le journal le plus ouvertement féministe de la période est dû finalement à un homme. Il s'agit de l'hebdomadaire Le Droit des femmes, qui paraît à partir du 10 avril 1869 sous la direction de Léon Richer. Une petite photo de Léon Richer, voilà. Ce démocrate libre-penseur et franc-maçon cherche, un mois avant les élections législatives de 1869, à mobiliser les femmes en faveur des candidats démocrates. Donc il y a un opportunisme, un intérêt immédiat. Et donc il veut leur proposer un journal politique, leur offrant des analyses de l'actualité dans une optique républicaine et libre-penseuse. Mais plus largement, il veut contribuer à une refondation sociale, un peu dans la lignée des Saint-Simoniens, dont il se revendique d'ailleurs l'héritier, dans laquelle les femmes seraient pleinement intégrées en tant qu'êtres autonomes. Et pour ce faire, il s'entoure de rédactrices représentant plusieurs générations de féministes, telles qu'Angélique Arnaud, Julie Daubié, Maria de Rem, pour reprendre les plus connues, qui entreprennent de traiter la question des femmes sous tous ses aspects. Il s'agit aussi d'organiser des actions collectives grâce au journal, rassemblant lecteurs et lectrices, par exemple une pétition pour un projet de loi réformant le Code civil en faveur des femmes, ou bien il y a aussi l'initiative d'un questionnaire sur les femmes salariées. Le journal est aussi durant un temps l'organe de la Société pour la revendication des droits des femmes, qui a été fondée à ce moment-là par l'écrivaine André Léo, et puis Léon Richer est lui-même à l'initiative d'une formation concurrente, l'Association pour le droit des femmes. Le journal Le Droit des femmes s'interrompt au début de la guerre de 1870, mais il a comme particularité de renaître dès septembre 1871, sous le titre plus prudent de l'avenir des femmes, et il redeviendra quelques années après, en 1879, Le Droit des femmes, une fois l'établissement de la République définitivement consolidé. Donc nous passons au début de la Troisième République, j'espère que je suis toujours dans les temps. Donc cette presse des débuts de la Troisième République est marquée par une présence féministe de plus en plus visible. Donc Léon Richer et une partie des rédactrices précédentes reprennent la plume et, comme l'ont observé Florence Rochefort et Laurence Kleichmann dans leur thèse, la teneur des articles est la même que durant la période antérieure. Le journal reprend par exemple immédiatement le projet de réforme du Code civil déjà préparé sous l'Empire, car le changement de régime n'a pas modifié la situation des femmes.
L'Avenir des femmes, donc, toujours ce journal, bénéficie rapidement d'une nouvelle recrue, la jeune Hubertine Auclair, qui se forme à la fois aux enjeux du féminisme et aux pratiques journalistiques en travaillant en tant que secrétaire de rédaction auprès de Léon Richer. Elle s'en éloigne vers 1875, aspirant à plus de radicalité. Alors que l'Avenir des femmes adopte une stratégie très progressive et mesurée, il semble indispensable à Hubertine Auclair de revendiquer ensemble droits civiques et droits civils, sans jamais transiger sur les conséquences des principes républicains. Après avoir recouru à divers journaux de gauche pour faire connaître ses positions et son association, qu'elle appelle Le Droit des femmes, créée en 1876, elle fonde son propre journal qui affiche ses positions suffragistes sous le titre « La citoyenne ». Donc là, on ne voit pas le titre du journal, c'est coupé sur l'image, mais donc c'est La citoyenne. Le premier numéro paraît le 13 février 1881. Et donc c'est un hebdomadaire qui est composé dans un grand format sur 5 colonnes, comme on ne le voit pas, sur le modèle de la presse traditionnelle. Donc on y trouve là aussi des bulletins politiques, financiers, sportifs, 1 ou 2 feuilletons, la rubrique de la ménagère, des bibliographies, des annonces, des publicités. Et c'est Hubertine Auclair donc, qui en est la directrice et qui en rédige une part substantielle. Sur chaque une, elle signe un long éditorial dont le tout premier annonce le but du journal, revendiquer l'égalité de la femme et de l'homme, non seulement la qualité civile de français, mais encore la qualité politique du citoyen. Et elle en profite pour dénoncer la loi absurde qui, dit-elle, s'oppose à ce que moi, femme, je puisse être propriétaire du titre ou gérante de ce journal, alors que j'ai plus qu'un homme besoin d'un journal pour dénoncer les abus dont je souffre en ma qualité de femme. C'est donc son ami Antonin Lévrier qui est le gérant officiel du journal, auquel il contribue également comme rédacteur. Les rares collaborateurs et collaboratrices ne sont pas rémunérés, ce qui témoigne du peu de moyens dont dispose le journal, qui devient mensuel à partir de 1882 et puis va diminuer de format en 1884. C'est un journal qui se veut républicain de gauche, mais tout en témoignant de certains liens avec le socialisme. Il répète clairement que la cause des femmes ne saurait être subordonnée à aucune autre. Voilà, donc je passe un peu rapidement. Hubertine Auclair et ses collaborateurs ne se privent pas d'attaquer le gouvernement républicain tout nouveau. Par exemple, le Camissé, l'auteur de la loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, est la cible de plusieurs articles qui dénoncent l'hypocrisie de cette loi. La politique coloniale du gouvernement est également très discutée. La violence des conquêtes est dénoncée. La ligne du journal est plutôt pacifiste. D'ailleurs, comme vous le voyez sur l'image qui va illustrer plusieurs numéros de La Citoyenne, on est toujours dans une ambiguïté, puis dans la mesure où le suffrage des femmes est aussi légitimé par le pacifisme dont feraient preuve les femmes et donc une future défaite du militarisme. Et donc c'est l'occasion aussi de prendre la défense des femmes d'Afrique du Nord ou d'Indochine, dont les colonisateurs n'améliorent nullement le sort, voire l'aggravent. Et Hubertine Auclair va passer un certain temps en Algérie, et elle continuera d'envoyer des reportages sur la situation des femmes arabes à La Citoyenne. Les années 1890 voient les femmes davantage reconnues dans le journalisme. L'une d'elles, Séverine, est devenue l'emblème d'un journalisme engagé et de nouvelles pratiques de reportage audacieuses. On peut noter aussi que lorsque le syndicat des journalistes socialistes est créé en 1893, 6 femmes en sont membres. Toutefois, elles ne sauraient encore exercer leur métier à égalité avec les hommes. Plusieurs endroits leur sont encore interdits, la tribune de presse du Parlement, la bourse, etc. Et c'est tout cela, tous ces obstacles qui perdurent, qu'entend bousculer Marguerite Durand lorsqu'elle fonde La Fronde en décembre 1897. Plusieurs autres journaux féministes avaient déjà paru avant, depuis les années 1880, mais l'expérience de La Fronde est tout à fait particulière, comme l'ont bien mis en évidence les diverses études qui lui ont été consacrées. Là, je me suis référée plus spécialement aux travaux de Marie-Louise Roberts et de Sandrine Lévesque. Donc, c'est difficile de résumer en 1 minute l'intérêt et la complexité de cette entreprise. Juste rappeler rapidement que ce journal a été surnommé par les contemporains « Le temps en jupon », parce qu'il se veut informatif et militant, à la fois à la pointe du journalisme professionnel et un modèle à suivre pour un féminisme efficace et moderne. Il prône le féminisme par le fait, puisque ce journal quotidien est entièrement rédigé et fabriqué par des femmes, imprimerie comprise. Il propose sur 6 colonnes des articles sur tous les sujets possibles, et cela laisse perplexe nombre d'observateurs. Est-ce que c'est un journal féministe ou un journal féminin ? Selon Irène Jamy, qui avait consacré son mémoire de maîtrise à La Fronde,
les thèmes proprement féministes ne couvrent qu'environ 5% de la surface du journal. Par ailleurs, le journal ne défend pas de doctrine féministe déterminée et présente des points de vue variés, voire contradictoires, par exemple sur les droits politiques. La Fronde se présente en effet comme l'organe de toutes les femmes, comme l'agent d'un sexe et non d'un parti ni d'aucune secte féministe, ce qui n'empêche pas le journal de prendre parti, notamment lors de l'affaire Dreyfus, le moment où les reporteresses vont gagner aussi leur galon. Donc, Marguerite Durand a été adepte d'une stratégie plutôt déroutante pour les contemporains, mais a bel et bien réussi un journal féministe qui a non seulement porté les revendications égalitaires dans tous les domaines et les a imposées comme des enjeux politiques et sociaux d'ordre général, mais encore, en subvertissant les normes genrées du journalisme, ce journal a contribué auprès d'un large public à remettre en question les identités féminines et masculines. Et je vais m'arrêter là.